Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier du Centre européen du journalisme. Cette semaine, nous allons parler de data journalisme et avec nous pour en parler aujourd'hui, nous avons Karen Bastien de chez We Do Data. Bonjour Karen. Bonjour Magali. Karen, vous êtes la cofondatrice de We Do Data, qui est un studio de data visualisation et de design d'information. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, j'aime bien mettre les deux termes parce que c'est vrai que nous, l'aspect, bien sûr, data journalisme est très important. Après, c'est vrai qu'on s'est pas mal spécialisé sur le fait aussi de rendre accessible ce travail de data journalisme et donc de travailler pour ça pas mal les expériences visuelles, les expériences interactives, que ce soit des formats web, bien sûr, mais aussi vidéo, réalité augmentée, etc. Et alors aujourd'hui, le but de cet atelier, c'est aussi de comprendre comment, à partir d'un ensemble de données, on peut, comment un ensemble de données peut engendrer de multiples angles et visualisations. Oui, tout à fait, parce que c'est un cas que l'on rencontre assez souvent. Il y a des sujets récurrents dans l'actualité. Alors, comment on se renouvelle? Je pense aussi qu'on peut, à partir d'un jeu de données, parler à des publics très différents, des publics d'experts, ce qu'on appelle le fameux grand public. Je ne sais pas qui il est, mais voilà, un public plus généraliste. Et voilà, du coup, je me suis dit que ça pouvait être une bonne manière de montrer ça à travers notamment même pour ceux qui n'aiment pas le sport. Je pense que le Tour de France parle à tout le monde, donc ça me semblait être un bon exemple pour voir comment, à partir d'une telle base, on peut produire énormément d'angles et d'expériences différentes. D'accord, parfait. Alors, on va commencer cet atelier. Je vais partager tout de suite alors, attendez, je vais partager la présentation et je vais me retirer, c'est surtout ça. Alors, ce qui est un peu l'angle de départ et sur lequel j'ai proposé d'avancer pour cet atelier, c'est cet ensemble de données. Alors, on a vu de vue avec Magali un peu de We Do Data, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais un méga récap rapide de mon petit parcours, d'où je parle. Donc, je suis journaliste depuis 2000, année formidable, l'année de la bulle Internet en France. J'ai commencé à Libération, et à Libération, j'ai découvert l'importance de la visualisation et de l'importance de l'image, je dirais plutôt, par rapport à l'information. Vous connaissez la culture de l'image à Libération, et donc c'est là que j'ai découvert vraiment les notions que pour passer une information, l'infographie, bien sûr, mais également la photo sont hyper importantes. Et puis ensuite, j'ai cofondé un média, Douce Folie, qui de 2006 à 2012 m'a emmené avec des amis pour fonder un magazine dédié au développement durable. On était assez pionniers, parce qu'autant vous dire qu'il y a 15 ans, parler de ces sujets-là dans un magazine généraliste en France, c'était pas simple, mais j'y ai appris beaucoup. Et de Libé et Terra Eco, j'en ai déduit que j'avais une forte passion pour les data et que j'ai concrétisé effectivement dans la fondation de We Do Data avec François Prosper. Et voilà, aujourd'hui, c'est une équipe de 7 personnes avec des data journalistes, data scientists, designers et développeurs. Et voilà, on s'amuse chaque jour depuis 9-10 ans à raconter des histoires de données. Donc c'est le sujet que je voulais vous poser aujourd'hui sur le Tour de France. Alors même si vous n'êtes pas super fan de sport, je pense que personne n'ignore ce grand événement sportif qui est un événement mondial. Alors pourquoi je l'ai choisi? Je le disais avec Magali en introduction, c'est que pour moi il rentre vraiment dans la question des marronniers. Alors c'est un marronnier luxe. Les marronniers, vous savez, c'est ces sujets récurrents qu'en tant que journaliste on a et à chaque fois, chaque année, comment on va réinventer l'approche, alors que ce soit les soldes, je vous ai mis quelques exemples, mais vous les connaissez par cœur, le marché de l'immobilier,
les départs en vacances, la rentrée scolaire, etc. Et puis, il y a ces événements un peu plus luxe, je vais dire, c'est ces grands événements sportifs, mais également les élections, les journées mondiales d'œufs, enfin voilà. Il y a un certain nombre de récurrences, et je trouve que, pour moi, comme vous l'avez vu, ayant eu un parcours journalistique avant la data, je trouve qu'avec la donnée, on a de nouvelles façons de renouveler justement le genre, que ce soit en termes éditorial, des angles nouveaux qui peuvent apparaître, mais également des formes visuelles, des formes interactives, des formes de vidéos, je vous montrerai différents formats, qui permettent finalement de parler à différents publics et de parler de différentes histoires, alors que finalement c'est toujours le Tour de France. Donc là, mon but, c'est que je ne veux pas rentrer dans la je voulais pas rentrer dans la technique aujourd'hui lors de cet atelier, c'est plutôt de vous soumettre un peu la mécanique intellectuelle, la gymnastique même d'esprit, qui fait que quand on est data journaliste, qu'est-ce qu'on fait par rapport à une base de données telle que celle-ci, et comment on trouve les angles et comment on trouve les formats. Donc c'est un peu de dérouler tout ce parcours. Bien entendu, à tout moment, hein, n'hésitez pas, si vous avez des questions, allez-y, et il y a Magali qui m'en fera la retranscription ou qui m'alertera, et voilà, je suis plutôt dans l'échange, ce n'est pas un cours professoral. Alors, les datas, parce que c'est quand même le point de départ de notre sujet. Alors, c'est vrai que les datas du Tour de France, c'est assez paradoxal, je dirais qu'on est assez gâtés, puisque finalement, les données du Tour de France, c'est plein de sujets déjà en soi, puisque sur le Tour de France, il y a des étapes, il y a des coureurs, il y a des maillots, donc il y a déjà finalement quasiment plusieurs bases de données. Néanmoins, si on regarde les datas et le côté très historique, c'est aussi un événement qui nous offre une profondeur historique, puisqu'il existe depuis 1903. Il ne faut pas, on va dire, surestimer la facilité d'accès à cette base. Alors ça, c'est peut-être un petit tips pour les futurs data journalistes. Faites bien attention, c'est un peu la leçon que je tire de ma pratique quotidienne, c'est qu'il y a plein de sujets où en tant que journaliste, je me dis, voilà, c'est un sujet mondialement connu, les données, ça va être super facile de les trouver. Et puis des sujets un peu pointus où je me dis, là, ça va être la galère. Donc ça, je dirais que c'est le réflexe du journaliste classique, en fonction de ce sujet, est-il connu ou pas connu, donc est-ce que je vais galérer ou pas pour trouver de l'information. Et ben en data, on a des grandes surprises. Vous avez des sujets très connus, comme le Tour de France, on ne peut pas faire plus connu quasiment, et ben les datas vont pas être si simples à trouver. Alors que finalement, on se dit, c'est accessible, c'est public, c'est un événement voilà, très facile à trouver. Et les bases de données, souvent, déjà, on va dire que la question historique joue beaucoup, puisque au début du XXe siècle, on ne recueillait pas la donnée comme on la recueille aujourd'hui. Et puis, après, vous le savez, le Tour de France est un événement à la fois public, mais qui appartient à une organisation, en l'occurrence ASO. Et même si, depuis quelques années, ils ont mis en place un site internet qui s'appelle letour.fr, où ils mettent à disposition de plus en plus de données, finalement, ces données, c'est un peu aussi le cœur de leur activité. Donc, elle n'est pas forcément en open data aussi facile et aussi accessible qu'on pourrait le croire. Et puis, juste pour finir, pour ce petit conseil de grand-mère data pour les jeunes, je vous disais tout à l'heure, parfois, il y a des sujets très pointus, on se dit ça va être galère. Et en data, on a des très grandes surprises, parce que parfois, sur des sujets très pointus, en fait, comme on va trouver le ou les chercheurs, des spécialistes ou des fans absolus de ce sujet, ils vont avoir documenté souvent énormément cette information, voire produire eux-mêmes des bases. Et voilà, on a ces grandes surprises, donc voilà, c'est un petit tips général. Ne partez pas, on va dire, vaincu face à un petit sujet, il y a parfois de très belles surprises. En tout cas, pour revenir à mon histoire de Tour de France, on a des étapes, donc on en a plus de 2200, enfin près de 2200, pardon. Voilà, donc alors, une étape, c'est quoi? C'est tout un tas de colonnes d'informations, et en data journalisme, nous, une colonne égale un potentiel de sujet. Donc c'est ça qui est assez génial. Chaque colonne, c'est un angle, quasiment. Donc sur un sujet comme les étapes du Tour de France, bien sûr, on a les villes d'arrivée et de départ, les pays, parce que vous le savez, depuis un certain nombre d'années, le Tour de France ne reste pas qu'en France, donc c'est une information en soi. On a bien sûr les dates des étapes, ce qui me permet de créer des chronologies, les distances, les dénivelés, et au-delà des dénivelés généraux, on a même des détails souvent pour
les étapes de montagne avec longueur de la montée, pourcentage, fin pente, etc. Donc ça, je vous ai mis là en tête un peu ce qu'on avait de base. Et puis ça, c'est un peu quand on voit ce type d'informations, ce qui se passe dans notre tête, c'est qu'on est déjà en train de tirer un peu le trait de tiens, qu'est-ce que ça va nous permettre de raconter? Tiens, peut-être que ça va nous permettre de raconter, est-ce que finalement les Tours de France sont de plus en plus difficiles, en mixant peut-être distance et dénivelé. On va voir aussi les nombres de passages dans telle ou telle ville. Donc ça permet aussi de voir la récurrence de certaines régions. Est-ce qu'il y a des implantations géographiques? Voir, et là, ça y est, là, je commence déjà un peu à tisser et à peut-être même me projeter dans une autre base qui serait intéressante à voir. Si j'ai le passage du Tour de France dans les villes, peut-être que si j'ai, puisque je les ai pour chaque année, bien sûr, si je sais qui est le maire de la ville à chaque fois, et donc peut-être sa couleur politique, est-ce que je peux voir si la couleur politique et l'implantation de tel ou tel maire a une influence sur le passage du Tour de France? Donc vous voyez là, je commence déjà à m'éloigner quasiment d'un sujet sportif. Mais finalement, c'est parce que en voyant le sujet des étapes et en voyant finalement l'angle très géographique, je peux commencer à tisser des pistes d'angle qui dépassent le cadre sportif et peut-être qui intéresseront d'ailleurs des gens qui, le Tour de France, ils l'aiment comme un événement populaire, mais qui finalement l'aspect sportif ne les intéresse pas. Mais en data, je vais peut-être pouvoir leur offrir des choses avec des angles un peu nouveaux et assez rarement vus. Si je continue sur mes datas, parce qu'il y en a pas mal, comme je vous disais, pour le Tour de France. Alors, Karen, on a une question concernant là, le Tour de France, une question de Lisa qui demande si c'était un projet qui était commun à la salle de rédaction, comment en fait a été initié ce projet-là et comment a été la coopération avec les autres équipes, c'est-à-dire de sport, voilà. Est-ce que on peut revenir sur We Do Data et justement peut-être le fonctionnement. Ouais. Effectivement, sur le Tour de France, on a été sollicité par pas mal de médias ces dernières années, et plusieurs fois, puisque ce sujet est récurrent. On a eu des sollicitations de journaux sportifs, comme l'Équipe. Je vous montrerai bien sûr des exemples. Ensuite, je ne vais pas rester que dans les données, l'idée c'est de montrer les formats. Donc l'Équipe, mais également journaux généralistes comme Radio France. Et du coup, c'est vrai que c'était intéressant pour nous parce que quand on travaille pour l'Équipe ou pour Radio France, on se rend bien compte de fait que derrière, il n'y a pas le même public. Donc, on ne va pas faire un copier-coller des mêmes expériences. Et après, nous, comme on est une agence extérieure aux salles de rédaction, voilà, ils viennent nous solliciter sur un événement et on propose des angles, on propose des expériences. Mais on peut imaginer, et ça, peut-être que ça se fait pas assez, mais c'est ce que j'aime dans la data aussi, c'est que la data, c'est vraiment, je trouve, justement, ça doit pas être un service. On est multithématique. Donc peut-être que sur un sujet comme le Tour de France, s'il y avait parfois peut-être de la collaboration entre le service de sport et le service politique, ce qui est quand même assez rarement le cas, peut-être que par la data, on pourrait les réunir pour tirer des angles et des sujets plus originaux, plus transversaux, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une influence des étapes et du passage dans des villes en fonction de qui est au pouvoir dans cette ville? Mais ça demande effectivement de mutualiser l'info et la data peut réunir en fait des sujets. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse. En tout cas, voilà, les contextes et les exemples que je vais vous montrer, c'est essentiellement du grand public Radio France et du sportif, l'Équipe que vous connaissez tous. Si je continue sur mes datas, donc je vous disais, il y a bien sûr les étapes, mais il y a également les porteurs de maillot jaune, bien sûr. Ça, c'est vraiment le top du top. Alors, le porteur du maillot jaune, un peu comme pour les coureurs, bien sûr, on a mon prénom, je ne suis pas revenue dessus, mais on a la nationalité, ça c'est quand même très important. Les dates de naissance, alors ça, les dates de naissance, bien sûr, ça va me permettre de retracer un peu leur carrière et voir à quel moment ils mettent le maillot jaune sur leurs épaules. Et puis les dates auxquelles ils ont mis ce maillot jaune sur leurs épaules, puisque ça se fait pendant l'épreuve ou à la fin pour celui qui l'aura porté au bon moment. Alors bien sûr, ça peut nous permettre déjà, là, quand on a la date de naissance, on peut voir à quel âge on conquiert le maillot jaune. Est-ce qu'il y a un âge type, en fait, en fonction des décennies? Est-ce que ça a toujours été le même âge ou est-ce que ça a évolué dans le temps?
Bien sûr, comme on a à quelle date ils ont pris le maillot jaune, on peut aussi voir est-ce qu'il y a des étapes qui sont plus cruciales que d'autres. Est-ce qu'un maillot jaune, ça se construit juste à la fin de l'épreuve? Est-ce que ça se construit avant une étape de montagne? Donc là, on peut essayer de voir s'il y a des tendances dans le temps sur des stratégies de récupération de ce maillot. Et puis, est-ce que la notion de nombre de jours avec le maillot a du sens? Donc, vous voyez que là encore, c'est vraiment, plus vous avez de colonnes, plus vous avez d'histoire. Donc, effectivement, avec le temps, et notamment ces fameux marronniers, c'est plus on a une base qui, dans le temps, va se nourrir avec des nouvelles colonnes, ou qu'on va réussir à croiser avec d'autres fichiers, plus on va s'ouvrir de perspectives. Puis je finis les datas avec les coureurs au sens général. Alors c'est une base qui est assez complexe parce qu'il y a plus de 15 000 coureurs qui ont participé au Tour de France depuis 1903. Donc on rentre dans une très grande difficulté, c'est d'arriver pour chacun à avoir les mêmes infos, parce que autant les vainqueurs sont très documentés, vous imaginez bien tous ceux qui ont les différents maillots aussi, les maillots à pois, verts, etc., pour ceux qui connaissent. Autant le kidam, entre guillemets, qui est participant, mais qui n'a jamais remporté d'étape, jamais remporté de maillot, etc., voilà, leur histoire est plus difficile à documenter sur, là aussi, c'est une histoire de 1903 aujourd'hui, il y a des trous dans la raquette, je ne peux pas le nier. Néanmoins, on a à peu près pour chacun les nationalités, date de naissance, les années de participation, s'ils ont abandonné ou pas, ce qui est un sujet en soi, et puis le nom de leur équipe. Donc là encore, j'ai commencé à tisser un peu ce qui se passe dans notre tête, c'est qu'on commence à poser un peu des questions. Est-ce qu'il y en a qui ont participé et qui n'ont jamais gagné? Est-ce qu'il y en a qui sont des grands abonnés au maillot de prestige? Est-ce qu'avec de l'expérience, puisqu'on a leur date de naissance, on a plus de victoires, donc voilà, à travers des carrières, et puisqu'il y a des étapes qui sont fatales un peu à certains, ou en fonction des nationalités. Là, en fait, dans notre tête, on commence à tisser des croisements possibles. Alors, notre travail de data journaliste, c'est vraiment ça, et notamment sur les angles, quand on a une base comme ça, vous voyez, j'ai commencé à tisser plein de pistes, et tout notre travail, ça va être de faire se rencontrer les questions que je me pose sur le sujet, et puis les histoires qui sont possibles grâce aux bases. Parce que bien sûr, parfois, on va partir dans, je dirais pas dans des délires, mais on a des envies de raconter certaines histoires, et puis malheureusement, on n'aura pas la data nécessaire ou la data suffisante. Donc, ça va être cette rencontre-là qui va falloir là faire se coïncider. Donc là, je vous ai pris une des bases, parce qu'on pourrait faire l'exercice sur les étapes et sur tous les coureurs. Je me suis concentrée sur les porteurs du maillot jaune, parce que c'est quand même un sujet un peu emblématique. Et puis, j'ai listé, là, comme ça. En tout cas, voilà, moi, je vous livre un peu la façon dont souvent je travaille. Je dis pas que c'est la bonne, je pense que chaque data journaliste a un peu ses façons de faire. Mais en tout cas, ce que j'essaye de faire au début, c'est de ne pas me brider par rapport aux données disponibles. C'est vraiment, enfin moi je le dis souvent dans mes formations, et c'est peut-être lié au fait aussi que j'ai eu une vie journalistique avant le pur data journalisme, c'est que dans data journaliste, il y a journaliste. Et d'abord j'ai envie de me poser vraiment des questions de journaliste, et puis surtout de penser à mon lecteur, qu'est-ce qu'il a envie de savoir sur cette épreuve, qu'est-ce qu'il a envie qu'on lui raconte en fait. Donc vraiment au départ, je regarde pas trop les bases, parce que je sais que si je regarde les bases et quand je vais voir que les infos n'y sont pas, etc., je vais commencer à me restreindre. Donc là, par exemple, j'ai listé, sans regarder vraiment les bases, même si avec le temps, je les connais quand même bien, les questions qui peuvent comme ça survenir et qu'on aimerait bien, en tout cas, que là je suis partie de mon cas personnel, j'aimerais bien qu'on me raconte. Donc bien sûr, la question géopolitique, est-ce qu'il y a des nationalités dominantes sur le Tour de France? Donc ces tendances géopolitiques, ça peut raconter des choses sur entre guillemets, la puissance des pays ou l'implantation du cyclisme dans ces pays. Est-ce que ça raconte quelque chose? Là, c'est un petit sujet, mais en même temps, je suis assez fascinée de me dire, est-ce qu'il y en a qui ont porté le maillot jaune plusieurs fois, de nombreuses fois, et qui n'ont jamais remporté le Tour? Parce qu'on peut le porter pendant l'épreuve, mais ne pas le gagner au final. Voilà. Qui sont-ils? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est certaines nationalités ou pas? Enfin, j'ai envie de raconter un peu l'histoire de ces coureurs un peu losers,
Ça m'intéresserait. Bien sûr, les éditions les plus disputées. Alors pour moi, une édition disputée pour un maillot jaune, c'est une édition où le maillot jaune va passer d'un jour à l'autre sur les épaules de plusieurs coureurs sans vraiment se stabiliser sur un. Donc est-ce qu'il y a eu ça ou au contraire, depuis 1903, il y a toujours une sorte d'un coureur qui vient à dominer l'épreuve et qui fait un peu la grande histoire du Tour de France. Mais est-ce qu'il y a eu des éditions plus ou moins disputées? Alors, bien sûr, l'âge, un peu, est-ce qu'il y a un âge auquel on gagne le Tour de France? Enfin, il y a un âge un peu fétiche. L'étape aussi, à quelle étape se joue le maillot jaune? Est-ce que c'est toujours l'étape du milieu? Est-ce que c'est au premier tiers de l'épreuve ou pas? Y a-t-il un portrait robot? Ça revient un peu avec l'âge. Est-ce qu'il y a un portrait robot du maillot jaune? Et puis, bien sûr, quand on a un portrait robot, c'est quoi les exceptions à ce portrait robot? Ça, c'est pour rentrer un peu dans les histoires d'hommes, puisque là, c'est vrai que depuis le début, je ne le précise pas, mais je parle du Tour de France masculin. Quelles villes ont vu le plus de changements de maillot? Donc, est-ce qu'il y a des villes où, à chaque fois, le maillot, il change d'épaule, qui sont un peu ces villes fatales dont je parlais tout à l'heure? Combien de vainqueurs n'ont peu ou pas porté le maillot avant l'étape finale? Donc, je parlais tout à l'heure de ceux qui l'ont porté et qui n'ont pas gagné, mais il y a également l'inverse, ceux qui portent très peu le maillot pendant l'épreuve et par contre, ils le gagnent sur la fin. Et puis après, ça c'est juste un peu une boutade par rapport à l'âge, mais là plus pas l'année. Comme on a la date de naissance, donc jour et mois, est-ce que par exemple par rapport à votre date de naissance, je peux vous dire si vous avez un gros potentiel de gagner le Tour de France, puisque on a pour tous les vainqueurs la date et le mois de l'année. Donc est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce que si on est en mars, on a un gros potentiel par rapport à ceux qui sont nés en juin ou un autre mois par exemple? Donc vous voyez là, c'est vraiment dans un mode de brainstorm et je pense que ça c'est vraiment important de se laisser porter un peu par ces questionnements sans se brider par la data au début. En tout cas, voilà, ça c'est un conseil que je donnerais. Alors, on a des questions. Oui. Une question de Heidi qui dit voilà, comment choisissez-vous de privilégier tel ou tel axe? Alors, en fait, on a aussi une question de Bertie qui rejoint sensiblement un peu la même idée. C'est est-ce que on vous impose parfois directement des angles ou on vous laisse généralement libre de trouver une ou plusieurs histoires sur un sujet en particulier? Alors, on rencontre effectivement les deux possibilités là, Magali, que tu as décrites, tout simplement parce que parfois on va être sollicité par un média qui va venir vers nous avec effectivement une vision très précise du sujet qu'il souhaite. Ça a été un peu le cas de l'équipe. Quand ils sont venus nous voir, je vous montrerai le sujet. En fait, c'était à l'occasion de la parution d'une encyclopédie du maillot jaune. Et donc, comme leur sujet c'était le maillot jaune, on a toujours tout de suite été assez anglais. Même si après, comme vous le voyez, dans maillot jaune, là, j'ai pas mal d'angles possibles, on leur en a proposé. Et finalement, ils en ont choisi 4 et on en a déroulé 4. Donc après, je dirais que c'est un peu comme un journaliste qui est dans sa rédaction et à une conférence de rédaction va proposer un sujet, puis un angle, et puis on va débattre de l'angle. Enfin, après, c'est une discussion éditoriale assez classique. Il y a aussi le deuxième cas que vous décrivez, c'est-à-dire parfois certains médias, c'était plus le cas de Radio France quand ils sont venus nous solliciter sur le Tour de France. Ils savaient qu'ils voulaient faire quelque chose autour du Tour de France, mais n'avaient pas vraiment d'idée très précise. Et du coup, on leur a proposé un objet d'ailleurs très complet qui aborde plein de sujets, un mode un peu encyclopédique, qui leur convenait bien parce que ça permettait de parler à plein de publics différents. Donc vous voyez qu'en fait, les sujets, enfin la façon dont on nous sollicite est assez variée, parce qu'il y a des médias aussi qui estiment que justement, en faisant appel à une agence qui est extérieure, d'essayer de voir un peu comment nous, on voit différemment les sujets. Donc, ils veulent pas nous cadrer trop vite. Voilà. Après, de toute façon, on sera cadré de fait parce qu'à un moment, en fait, on va quand même, on parle avec d'autres journalistes et on va, eux, ils connaissent leur audience, ils connaissent leur public, ils connaissent aussi les formats qui marchent sur leur plateforme. Donc après, on va dire par un jeu de ping-pong, on va proposer et puis on va dire, trouver une voie qui plaît à tout le monde, quoi. Donc, mais les deux sont possibles, effectivement.
Alors là, je vous parlais des questions que je me posais sur les maillots jaunes. Et puis après, à un moment, il faut que je revienne un peu à la réalité. La réalité, c'est que il y a des datas ou il n'y a pas de data. Donc, je vous ai mis en face, alors bon, parce que je connais bien les bases, en gros, derrière, on va checker que j'ai la base qui peut répondre à ma question. Donc là, en l'occurrence, on a quasiment les bases complètes pour toutes les questions que j'ai posées. Certaines vont demander des croisements avec d'autres bases, en l'occurrence les bases de vainqueurs ou les bases d'étapes. Et puis certaines vont faire naître même d'autres possibilités. À partir du moment où on fait le portrait robot du maillot jaune, des maillots jaunes, est-ce qu'on peut faire aussi le portrait robot des vainqueurs finaux? Les publics, parce que là, je suis un peu dans la première partie du travail. Je malaxe un peu la donnée, les angles, les histoires, mais derrière, au bout de l'écran, au bout du tuyau médiatique, il y a des publics. Alors, un peu de façon assez caricaturale, mais c'est vrai que la définition de nos publics, elle est, faut quand même le dire, souvent assez caricaturale, parce qu'à un moment, on va leur donner un peu des stéréotypes. Alors, il y aurait le fan de vélo, bien sûr, qui lit les infos du Tour de France. Il y aurait bien sûr les fans de sport un peu plus génériques. Eux, ce qu'ils aiment, c'est un peu plus la compétition en général. Le vélo en fait partie. Et puis, je dirais, il y a le monsieur tout le monde, parce que le Tour de France, il a pour lui de raconter un peu une histoire du pays aussi. Le Tour de France, c'est pour beaucoup, peut-être encore, ces heures à la télévision de retransmission, ces longues étapes pendant des heures où on voit des hélicos qui montrent aussi la France. C'est aussi des grandes épopées avec plein de vieilles histoires et de belles histoires aussi sur les premières années du Tour et des grands duels mythiques dans les pentes des montagnes françaises. Donc je dirais, il faut le voir aussi bien sûr au fait qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent sur le Tour de France. Donc ça dépasse un peu, je trouve, l'angle purement sportif. Et donc vous voyez que là, on a quand même des publics assez différents. Donc comment on peut leur parler? Alors là, c'est des propositions, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois c'est des propositions absolues, mais en tout cas, c'est des choses qu'on a tentées et qui ont plutôt bien marché. Alors je reviens sur mon fan de vélo, mon premier public là dont je vous parlais. Alors lui, normalement, bon, il a quand même déjà vu et lu beaucoup de choses. Il est un peu difficile à surprendre sur le sujet. Donc il nous met la barre assez haut en termes d'exigence de lecture, parce que voilà, c'est difficile de l'étonner, quoi. Donc il va falloir être dans des informations précises, exclusives, assez inédites, au sens inédite. On peut bien sûr lui raconter des histoires, il est prêt à se laisser emporter, mais c'est quelqu'un, comme il va souvent être dans la recherche de précision, il est prêt à passer du temps à être sur un objet où il cherche par lui-même. Donc il a une capacité à vraiment se plonger dans un sujet et y passer du temps. Donc pour ce genre de profil, on peut proposer des choses comme, donc ça c'est un travail qu'on a fait, c'est le fameux travail qu'on a fait pour Radio France dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait été fait à l'occasion des 100 ans du Tour de France, puis après on l'avait mis à jour pendant quelques années, mais depuis on s'est arrêté, comme vous le voyez en fait depuis 2014. Après voilà, c'est pour moi un regret qu'on ne continue pas de le mettre à jour, mais avec le média ça s'est décidé comme ça. Mais ça c'est quelque chose d'important aussi à savoir quand vous êtes, si vous êtes dans un média ou à l'extérieur d'un média, quand vous proposez des sujets de data, je trouve la capacité de la data, c'est d'être aussi pérenne dans le temps, notamment sur ces marronniers. Vous voyez la récurrence, ils reviennent régulièrement. Et donc, ça veut dire que, par exemple, si une année, vous avez vendu un sujet ou proposé un sujet, il y aura une mise à jour potentielle l'année d'après pour faire repartir l'objet, ou enfin l'expérience interactive en l'occurrence, sur les réseaux sociaux, parler de la mise à jour. Et finalement, chaque année, par un investissement assez simple qui est juste de mettre à jour les données, l'objet, l'article pourra repartir pour une nouvelle vie. Et donc c'est vrai que pour les rédactions, c'est souvent quand même entre guillemets un investissement qui est à voir aussi dans le temps. Enfin, la data, c'est notamment quand on est sur ces sujets-là, c'est c'est pas la production one shot, c'est pas une production éphémère. Et ça, pour moi, c'est important parce que je pense qu'on est dans un monde où on a besoin de pérennité, on a besoin de temps long, et la data nous le permet parce que ça va permettre des choses un peu rétrospectives, des flashbacks, etc. Et puis de regarder des tendances sur le temps long. Alors là, bien sûr,
On a Oui, on a une question de Jean justement, là on va parler de rigueur. ouais. Jean se demande comment s'assurer qu'une erreur dans la base de données, même basique, un mauvais copier-coller ou une erreur de saisie, ne risque pas de compromettre l'interprétation des datas et fausser vos angles? Alors ça, c'est Jean, hein, c'est ça? Oui. Et ben Jean, c'est notre angoisse. Ah, mais c'est mon Jean Abiatessi. Jean, c'est l'angoisse quoi. En plus, on va pas cacher le fait qu'on a travaillé avec Jean parfois dans notre vie, et c'est vrai que sur des bases, alors c'est ce que je disais un peu en intro d'ailleurs, parce qu'avec Jean on avait travaillé sur une base, je me souviens des Jeux Olympiques, qui peut un peu avoir l'image du Tour de France, c'est-à-dire de base finalement d'événements mondiaux hyper simples, hyper accessibles. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était l'enfer parce que c'était des bases qui étaient parfois mal monitorées, même par le CIO. Il y a aussi dans le sport, il faut le rappeler, toutes ces questions ensuite des années après, on a découvert que la personne était dopée, donc la personne a été déclassée. Donc c'est des bases qui sont même pas dans le marbre parce que elles-mêmes dans la vie ensuite de la vie des sportifs, elles vont être soumises à des jugements, des faits qui vont être rétrogradés dans le classement, etc. Donc c'est des bases qu'il faut maintenir à jour et c'est hyper dur. Et là c'est vrai, ce que là Jean souligne, c'est que si vous faites une erreur dans une base, et que notamment en plus vous travaillez sur une base assez importante, elle est encore moins visible dans la masse et vous pouvez effectivement faire des énormes erreurs d'interprétation. Après, on a des petits tips pour essayer de limiter et en tout cas d'identifier s'il y a ce genre de choses. C'est que notamment sur des bases historiques comme ça, on va faire des analyses tout de suite sur toutes les années en fait, de façon à, par exemple, j'ai n'importe quoi, on va regarder l'âge moyen de vainqueurs du Tour de France sur les plus de 100 ans. Et si on voit des années qui sortent beaucoup de la moyenne, tout de suite, on va aller voir si c'est nous qui avons mal tapé. Voilà. Donc, on va regarder un peu, on fait des analyses de longue tendance et on va regarder les min et max année après année pour voir à chaque fois que quelque chose part trop loin de la moyenne, voir si c'est une erreur de frappe qui a pu arriver, ou de copier-coller, ou si c'est juste, c'est que c'était une année exceptionnelle ou un coureur exceptionnel, en l'occurrence si je reste sur le sujet du Tour de France. Après, il faut aussi, je finirai là-dessus sur les erreurs de base de données, c'est faut avoir beaucoup d'humilité quand on est data journaliste. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est toujours sur ce qu'on produit, de mettre un mail de contact pour dire n'hésitez pas à nous prévenir si vous voyez un problème dans la base. Et je pense que le data journalisme, c'est un vrai journalisme de co-construction qui est très collaboratif. Et voilà, en tout cas, c'est des valeurs qui sont importantes. Et il faut aussi se dire que voilà, on n'a pas on n'est pas imparable. Voilà, on n'est pas imparable et que des erreurs peuvent arriver, surtout sur ce type de base qui est très dur à maintenir et souvent qu'on doit compléter, notamment sur des vieilles années à partir d'archives, un peu tout seul, sans parler bien sûr de toutes les questions de dopage qui sont venues pas mal bouleverser les classements du Tour de France pour le sujet qui nous concerne. Mais oui, c'est un peu notre angoisse permanente, l'erreur dans la base qu'on reproduit. Donc voilà, être attentif, la faire regarder aussi par plusieurs personnes dans l'équipe pour voir si on n'a pas une interprétation biaisée. Enfin, il y a plein de solutions, je dirais, collaboratives, de regarder les min et les max, voilà, pour avoir une attention particulière avant de pouvoir sortir des analyses pertinentes. Donc là, je vous parlais de cet angle un peu, on va dire cet expert, hein, ce fan de data. Et donc là, je vous parlais un peu d'un côté un peu encyclopédique, mais qui peut beaucoup plaire aux fans, parce qu'ils vont pouvoir rentrer dans des choses très profondes et très fines. On avait proposé tout simplement, comme vous le voyez ici, en fait, on retraçait tous les parcours du Tour de France année par année. Donc là, on l'a vraiment. D'ailleurs, c'est assez drôle quand on fait juste en mode play, c'est que on se rend compte à quel point dans les premières années, on faisait vraiment le Tour de France. Enfin, on est d'une rigueur sur le suivi des frontières françaises. Et puis après, petit à petit, vous allez voir au moment des années, surtout un peu après la Deuxième Guerre, on a commencé à faire des choses un peu plus alambiquées. Et puis après, on est parti à l'étranger. Et puis voilà. Et aujourd'hui, le Tour de France, si on le regarde et si on regarde la terminologie Tour de France, ne ressemble plus vraiment à un Tour de France.
Et là, on est vraiment dans le mode encyclopédique, puisque pour chaque tour, vous avez sur le côté un certain nombre de data qui évoluent, c'est-à-dire vous avez le kilométrage, le nombre d'étapes de ce tour, le nombre de coureurs au départ, le nombre de coureurs à l'arrivée. Ça vous permet aussi de voir un peu les tours qui ont subi le plus d'abandon. Et puis ici, bien sûr, aussi les vainqueurs, avec leur temps, l'avance, le kilométrage moyen. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans le côté très encyclopédique. Bien sûr, à tout moment, je peux m'arrêter pour regarder un peu plus précisément une année. Donc ça, c'est le fan de data, le fan de sport en l'occurrence, il peut aimer ce genre d'expérience où on va vraiment rentrer dans le détail. Et vous voyez que là, c'est de la mise en scène. Alors je dirais que là, c'est de la mise en scène purement visuelle. Il n'y a pas d'interprétation. C'est en gros, on a cette énorme base sur les étapes et on va te les visualiser sur une carte. Ça va donner des tendances. Mais après, ça va être un peu l'encyclopédie animée pour toi, quoi. Donc ça peut être un format qui peut intéresser. Vous voyez, c'est des gens aussi qui vont passer du temps, aller voir une année en particulier, qui sont vraiment intéressés. Et on avait fait un pendant aux étapes sur les vainqueurs. Et là, on proposait une immense encyclopédie de tous les vainqueurs de ce tour, avec vraiment le côté un peu encyclopédique, là c'est le moins qu'on puisse dire, avec le petit côté moteur, c'est-à-dire moi je ne veux voir par exemple que ceux qui ont gagné entre 4 et 5 Tours de France, voilà, ou 3, et donc en fonction, je veux voir aussi ceux qui étaient plutôt jeunes lors de la victoire. Voilà. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'active ici les filtres, ici je réduis mon panel de personnes, de vainqueurs correspondant à mes critères. J'avais même le critère, bien sûr, de la nationalité. Hop, et là, j'en ai plus que 2 qui ont gagné entre 3 et 5 Tours de France et qui avaient entre 19 et 26 ans. Et pour chaque vainqueur, on va plus loin puisqu'on propose une fiche complète avec toutes ses participations. Donc là, il a gagné. Il y a aussi des tours où bien sûr, Hinault a participé mais n'a pas gagné. Il a terminé 2e 2 fois. Les fois où même il a abandonné. Donc on a un peu une fiche signalétique, un peu data visualisée avec des pictogrammes pour un résumé visuel de la carrière de Hinault sur le tour. On peut avoir la même chose, bien sûr, sur Jacques Anquetil, et on l'a produit pour l'ensemble des coureurs de notre panel, si je remets l'ensemble ici des filtres un peu à zéro. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment les fans de course vont regarder ce type de précision. Et donc là encore, on est moins dans une analyse ou dans une histoire que dans un mode, c'est pour ça que je l'ai appelé tableau de bord, dans un mode un peu de représentation très différente de ce qu'ils peuvent trouver par ailleurs, mais finalement c'est de la visualisation d'une base de données à plat, je dirais un peu classique, quoi. Le format tableau de bord. Passons sur un autre type de public, le fan de sport. Qui aime le vélo, mais plein d'autres sports, et qui aime en plus principalement l'aspect compétition, les duels. Alors, qui aime bien aussi les infos précises, parce que c'est quelqu'un qui lit pas mal de sport, donc vous le surprenez pas comme ça non plus. Mais il aime bien aussi les trucs un peu décalés, quoi, les trucs qui vont l'étonner, voire les trucs un peu ludiques, un peu marrants. Et il aime toutes les histoires, les grandes, les petites histoires dans la grande histoire, etc. Alors pour lui, on peut lui proposer à partir de ce format. Donc ça, c'est l'exemple qu'on a produit pour l'équipe. On avait produit donc je vous le disais, c'était dans un cadre particulier, la sortie d'une encyclopédie du maillot jaune par l'équipe. Donc on était vraiment sur ce sujet-là. Et nous, en regardant les données maillot jaune, on avait sorti 4... alors, story narrative, qu'est-ce que je mets derrière ce terme? Je vais vous montrer le format parce que je pense que ça sera plus parlant. C'est un format qu'on a développé à We Do Data pour correspondre à 2 choses. D'abord, on a été bien sûr très intéressé par le développement des stories sur les différents réseaux sociaux. Et ce qui nous a intéressé, c'est de pouvoir proposer, là je vous ai réduit mon écran comme si j'étais sur mobile, c'est-à-dire proposer un format de type story, dans la narration et surtout dans la navigation. Vous voyez, je ne fais que cliquer avant-arrière et j'ai des slides qui se... Voilà, je vais revenir en arrière et puis surtout en format desktop puisque c'est le format là de la présentation. Mais vous voyez qu'il se lit parfaitement
en desktop ou en mobile, parce que ce qui nous intéressait dans le format de story, c'est non seulement de voir qu'il y avait une appétence, bien sûr, des internautes, on ne peut pas le nier, sur ce format dans les réseaux sociaux. Et nous, on avait deux objectifs. C'était de se dire, est-ce que finalement, cette navigation en slide, qui marche très bien sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut l'intégrer à un média? C'est-à-dire que là, ce que je vous montre est intégré sur le site de l'équipe. C'est-à-dire, je ne dis pas à mes lecteurs, tiens, tu aimes les stories, va sur Facebook ou Insta pour lire cette story de l'équipe. Je lui dis non, je lui dis, tu aimes les stories, tu aimes la façon de lire comme une story, reste chez nous et voici un format qui va te permettre de naviguer comme une story, mais en restant dans le média. Donc là, l'idée, c'était de se réapproprier le format, mais de le réintégrer dans le média. Et la deuxième chose, c'est par rapport à la data. Ce qu'on apprécie, nous, dans la data, c'est bien sûr tout ce qu'on peut révéler et que les gens ne voient pas quand on ne peut pas analyser les bases ou qu'on a des difficultés. Mais souvent, ça va demander de la pédagogie. Il va falloir prendre le lecteur par la main pour lui montrer tous les aspects, par exemple d'une courbe. Enfin, il y a des graphiques qui paraissent simples, mais qui en fait, s'ils ne sont pas décryptés petit à petit, pour le lecteur, si on lui balance toutes les courbes avec toutes les infos, ça va être compliqué. Et ce que j'aime dans la narration en slide, c'est qu'elle permet de décrypter, de démonter un graphique qui parfois peut paraître simple, mais en fait, en le détaillant slide à slide, on va lui donner une narration un peu différente. Alors, je vous le montre peut-être parce que je parle beaucoup avec cet exemple-là. Par exemple, là, c'était l'angle de la géopolitique que j'ai esquissé tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des nations plus jaunes que d'autres, tout simplement. Et donc, on partait de l'angle français. Et si on vous disait que les cyclistes français dominent le Tour de France, bah oui, c'est que ça a été vrai, mais plus depuis ces dernières années. Néanmoins, c'est l'intérêt d'avoir une base de données sur autant d'années, c'est que quand on regarde tous les maillots jaunes donnés depuis 1919, c'est-à-dire donc le maillot jaune c'est 1894 jours portés, et ben il y a des Espagnols qui l'ont porté, des Italiens qui l'ont porté, des Belges, mais finalement c'est les Français qui l'ont porté le plus longtemps dans le temps. Donc les Français, sur l'histoire totale des maillots, oui, ça reste le pays leader, même si, quand on regarde les dernières éditions du Tour de France, ce ne sont pas les Français qui, à part le dernier, avec Julien Alaphilippe, avant, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un Français qui avait brillé. Et puis, alors là aussi, c'est aussi tout l'intérêt du format de story, c'est de pouvoir mixer des slides de data, des slides de photos, des slides de texte, un peu à l'image des formats de story qu'on peut voir. On faisait un petit focus sur le Royaume-Uni. Et puis, voilà, c'est un peu ce que je vous disais quand parfois on balance une grande courbe à des lecteurs. Donc ça, c'est la grande courbe de tous les maillots portés dans l'histoire. Alors, tout d'un coup, voilà, vous allez voir des couleurs partout, un petit gif, vous allez dire « Oh là là, qu'est-ce qu'ils nous font là, WeDo Data ?» Et tout l'intérêt du slide, c'est que je vais pouvoir vous prendre par la main. Je vous prends les Belges, par exemple, et là, j'ai focusé sur les Belges. Donc les Belges, on les a mis dans cette marée jaune, on les a mis en orange, et on voit la domination, par exemple, des Belges au tout début du tour. C'est pour ça que leur vague orange est très présente dans la vague jaune, avec notamment ce monsieur Lambeau. Et puis on voit qu'ensuite ça décline vraiment. Et puis ça repart bien sûr avec Merckx qui domine. Donc vous voyez qu'en fait les slides là, c'est vraiment une façon de focuser. J'avance un peu plus vite, mais vous voyez le principe. Ça permet de rentrer un peu dans différentes histoires. Donc là, un petit focus sur la France avec qui sont les Français qui ont permis de dresser cette vague bleue qui est au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le format de story, très narrative. Vous voyez, c'est assez long et c'est des formats qui ont plutôt bien marché sur l'équipe parce qu'ils s'adressent à un public voilà, qui va accepter de se laisser porter et puis de passer du temps aussi. Parce que là, si c'est pas exploratoire, alors c'est pas exploratoire dans le sens où c'est pas la personne qui va cliquer à droite à gauche, elle ne peut juste que avancer, reculer. Voilà, ça demande un temps pour rentrer dans l'histoire et se faire porter par toute cette pédagogie. Donc ça, c'est les stories narratives.
et un format, alors vous savez que le format vidéo fonctionne bien sûr très très bien sur le web, et ce qu'on aime nous en data sur le format vidéo, et c'est un peu la spécificité de cet exercice-là qu'on avait fait avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, c'est comment on peut mixer finalement de la data, qui va donner un peu un aspect, un angle très dézoomé sur l'histoire du Tour de France, et comment on peut la raccrocher à des moments réels, des moments d'archives. Et donc à la fois mixer du temps long, du temps méta, je dirais, celui de la data, et puis de l'exemplifier avec des vrais moments d'archives. Et donc on a produit pour l'INA différentes vidéos qui mixent data plus archives vidéo dans une série de 3 épisodes qui s'appelle Le Tour en chiffres et que vous pouvez retrouver sur notre site. Je vais vous faire voir juste donc il y a 3 épisodes, un sur les abandons, un sur l'école et puis un spécifiquement sur les maillots jaunes. Donc vous voyez là, les façons d'aborder sont très, très différentes, encore des angles différents. Je vous montre un peu le début, j'espère que le son ne sera pas trop mauvais. Après, c'est pas de toute façon, vous aurez bien sûr tous ces liens, donc si vous voulez aller voir, il y a pas de souci. Mais c'est juste pour vous montrer un peu la mécanique de début. Je vais le laisser avancer pendant une petite minute. Bahamontes a cassé son vélo. Ses mécaniciens s'empressent pour réparer son vélo. Bahamontes, dont le retard était considérable, décide d'abandonner et laisse terminer, loin derrière le peloton, ses coéquipiers. Alors, je m'arrête là-dessus. Là, vous avez vu un peu le principe, je pense. Sur l'introduction, déjà, c'était important de redonner ce chiffre qu'on donne jamais sur une dimension de temps aussi longue. C'est qu'il y a un tiers du peloton qui ne finit pas le Tour de France, ce qui est quand même... nous, l'idée, c'était de montrer le dimensionnement de ces abandons. Les abandons, c'est pas anecdotique dans le Tour de France. Ensuite, vous avez vu cet exemple de Bahamontes, qui est un coureur très connu d'une certaine période et qui était le favori du Tour et qui, dès la 2e étape, abandonne, d'où vous avez vu la colère de ses coéquipiers. Et puis là encore, on est sur une vision très méta de la problématique, puisque on voit que l'abandon, on abandonnait plus dans les années 20, à 66%, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 20% du peloton qui abandonne. Donc là, l'idée, à chaque fois, la data, c'est de redonner un aspect rétrospectif, un aspect un peu global et méta, comme je disais tout à l'heure, et puis ensuite de l'illustrer. Je continue juste 30 secondes pour que vous voyez un peu les enchaînements. Une moto en travers. Retour de Poulidor blessé. Mais malheureusement, la chute de Poulidor, et Raymond Poulidor a abandonné parce que vraiment il était trop marqué. J'ai souffert beaucoup de la tête, j'ai des maux de tête, j'ai des vertiges. Et je suis que vraiment bien allongé. Voilà, je vous laisserai, si vous êtes intéressé, voir la suite de la vidéo et puis les 2 autres. Donc, ce que je trouve intéressant dans cet exercice de mixer de l'image d'archive et de la data, c'est que vraiment, voilà, cette archive, elle nous réancre dans le temps dans des moments un peu emblématiques du Tour de France. Donc, on est vraiment dans les petites histoires, parce qu'avant, la data nous a permis de raconter la grande histoire dans un temps un peu plus global. Et je trouve que ce mix est vraiment intéressant, en tout cas en format vidéo. Et voilà, c'est un format aussi qui a vraiment bien marché et qui, je pense, peut être vraiment adapté à pas mal de sujets. Alors, ce qui est aussi, je le précise, oui, Magali.
Oui, Karen, on a une question de Heidi qui demande comment interagissent les différents métiers de la data dans la production de ce type de travail. Alors, dans le sujet là qu'on vient de voir, de la vidéo, ça va bien sûr être une collaboration assez spécifique, puisqu'on va avoir du côté de la data vise pure, il va y avoir le data journaliste qui va analyser les données et qui, on va dire, va trouver une narration. Alors la narration, c'est ces enchaînements que vous venez de voir, c'est-à-dire je commence par un chiffre global, puis ensuite je vais préciser les décennies, et puis après je vais, là sur le graphique qui est encore à l'écran, je vais préciser un peu tous ces porteurs du maillot jaune qui ont abandonné pendant le tour. Donc cette écriture un peu en entonnoir qu'on connaît journalistiquement, du plus large au plus précis. Donc le journaliste va écrire ça, préparer les données pour raconter cette histoire-là. Puis ensuite, il y a un graphiste, je dis un puits, c'est pas un puits dans le temps, parce que la collaboration, elle est permanente. Je dirais c'est plutôt un ping-pong ensuite avec un graphiste qui va mettre en scène, visualiser les données préparées par le journaliste. Et puis là, dans ce cadre-là, c'est une collaboration avec l'INA, c'est-à-dire que nous, une fois qu'on avait identifié les grands messages qu'on souhaitait faire passer, on a fait appel un peu, alors nous dans la base on voyait des noms de sportifs qui pouvaient correspondre finalement au message qu'on voulait leur passer, donc on leur envoyait en fait des éditions, des années des noms de coureurs, et on leur demandait, par exemple pour le Bahamontes dont on a parlé, nous on voulait montrer quelques abandons assez emblématiques, donc on en avait listé dans le temps, ils nous ont envoyé des extraits vidéo, puis après on a regardé celui qui correspondait le plus en timing et puis en ambiance aussi. Il faut savoir que les archives vidéo, ça me permet juste de souligner ça, une archive vidéo c'est très particulier à travailler parce qu'on ne peut pas dissocier l'image de l'archive et le son de l'archive. Et donc pour nous ça a été une vraie contrainte parce que parfois on avait des images qui correspondaient exactement à ce qu'on voulait, mais le son, le commentaire de l'époque, n'était soit pas compréhensible, ne collait pas avec ce qu'on voulait faire. Donc voilà, ça a été une sélection qui était assez ardue parce qu'il fallait que et l'image et le son puissent enchaîner avec la data de façon fluide. Et parfois, on s'est privé d'images qui nous auraient bien plu, mais où le son ne correspondait pas et on ne peut pas les dissocier. Une archive, c'est vraiment archive vidéo, le son et l'image en même temps. Donc bien sûr, l'intervention des différents métiers, elle est différente selon les formats. Sur le format interactif que je montrais juste avant et que je vais remontrer dans un dernier exemple, c'est le data journaliste, le designer, et puis là, par contre, un développeur qui vont interagir ensemble. En tout cas, nous, dans l'équipe de We Do Data, c'est la structure qu'on a choisie. C'est un data scientist, des data journalistes, designers et développeurs, de façon à avoir, parce qu'aujourd'hui, 90% de notre activité est sur le web et en interactif. Donc voilà, c'est un peu les métiers clés d'une production de visualisation de données web aujourd'hui. Donc je vous le disais, on a ce format vidéo, et puis on a notre troisième public que je vous ai présenté tout à l'heure, le fameux grand public, on ne sait pas vraiment qui il est, mais on aime bien penser qu'il y a un public un peu généraliste, alors qui peut, je dirais lui, il a peut-être des appétences un peu différentes, alors un peu comme le public de sport, il aime le ludique, disons qu'il peut tomber sur quelque chose sur le Tour de France sans l'avoir cherché, sans même le rechercher. Donc il va falloir qu'on capte son attention avec quelque chose de vraiment original, parce qu'il n'était pas dans une recherche forcément de cette information-là, même d'informations très précises. On a besoin, là, il va falloir qu'on le happe avec quelque chose vraiment qui va le capter, parce qu'il était soit de passage, et puis il est tombé un peu par hasard sur votre lien. Alors il peut être aussi très friand de petits formats courts ou de formats assez travaillés visuellement, parce que ça va l'étonner et ça va capter son attention. Alors, on a proposé, vous savez, les formats de serious game. Alors, un serious game, pour ceux qui identifieraient pas totalement, c'est une sorte de jeu sérieux. L'expression est pas très super. Ça veut juste dire qu'on va utiliser peut-être sur du format d'information, avec de l'information, des leviers de ludique, des leviers de jeu. Et donc là, nous, ce qui nous est apparu,
potentiellement intéressant, c'est de se dire que ce Tour de France, donc il y a des vainqueurs, mais il y a plein de vainqueurs finalement qu'on aurait aimé voir finalement en duel, mais simplement ça n'a jamais pu avoir lieu puisque certains étaient dominants dans les années 80 et puis d'autres dans les années 30. Voilà, et donc on a voulu finalement recréer des courses virtuelles entre des duels, ce qu'on appelait duels de légende, de façon à finalement vous permettre, grâce à la data, de faire des courses impossibles. Voilà. Donc vous voyez que là, on part sur quelque chose finalement qui s'éloigne un peu de l'aspect sportif pur ou de la compétition du Tour de France classique pour proposer par la data quelque chose qui n'a pas pu exister et finalement de vous proposer une expérience assez originale. Donc soit ici, vous aviez un coureur au hasard, donc par exemple, le hasard m'a fait sélectionner Lucien Petit-Breton, qui a participé il y a très longtemps, entre 1905 et 1914. Et puis, je vais choisir un coureur plus récent, par exemple Charlie Mottet. Et puis là, je vais commencer une course. Donc, c'est une course virtuelle. Alors, bien sûr, on n'est pas dans un jeu vidéo, on est dans un jeu d'information. Donc, nous, là, l'idée, c'était de faire s'opposer deux coureurs de deux époques différentes sur des critères comparables. Donc, on les comparait sur, donc en nombre d'étapes du tour remporté. Par exemple, on voit que Charlie est à 4 et Lucien est à 7. Donc, Lucien vient de prendre un petit peu l'avantage. Donc, finalement, on se balade dans la base de données, mais d'une façon totalement différente de tout à l'heure. Vous avez vu l'encyclopédie, etc. Là, je ne fais que avancer. À chaque fois, je découvre un chiffre différent. Donc le temps passé en tête du général, etc. Vous voyez un peu le principe. Alors bien sûr, il y a un critère sur lequel on a été assez critiqué, et c'est normal, c'est la vitesse moyenne, parce que bien sûr, là, c'est quand même un critère assez difficile de le comparer dans les années, parce que les vélos se sont améliorés et les sportifs n'ont plus le même entraînement qu'avant. Donc là, on voit carrément que Charlie, grâce à ses 38 km/h contre 28 pour Lucien, a repris largement... en tout cas, il vient de rejoindre le Lucien. Et puis voilà, il y avait différentes époques, mais néanmoins, voilà, sur les 7 critères, c'est Lucien qui au final gagne. Alors, il y avait une petite épreuve finale, le contrôle antidopage, pour voir si on était complètement éliminé ou pas. Donc vous voyez, là on est vraiment sur un petit format ludique. En plus, c'est un format bien sûr très viralisable. C'est qu'à la fin, l'idée c'est de faire venir d'autres personnes sur cet aspect très ludique et un peu plus inattendu de la façon de parler du Tour de France. Et puis je finirai pour le grand public avec des formats plus fixes, mais où il y a un travail plus graphique qui va être fait pour que les gens découvrent finalement le Tour de France visuellement un peu différemment. Donc là, par exemple, c'est donc bien sûr c'est une métaphore des deux roues du vélo, avec ici, ici les distances. Donc on voit bien que ici c'est les premiers Tours de France et puis ici c'est les derniers. Et vous voyez bien que les Tours de France étaient beaucoup plus longs dans ces années-là. Les traits noirs sont particulièrement longs. Et puis ici ils se sont raccourcis, surtout depuis 1990. Voilà. Et puis ici, par contre, c'est la vitesse moyenne. On vient d'en parler. Donc une vitesse moyenne à peu près de 24 km/h, voilà, dans les premières années. Et puis là, depuis là aussi un peu plus avant, depuis les années 80, une augmentation. Aujourd'hui, on est à 42 km/h, donc on voit bien grande différence. Donc voilà, ça c'est des formats plutôt de mise en scène de la base de données qui peuvent être intéressants. Et puis là, on a un peu, pour finir, un format aussi très, très design de la domination d'un maillot jaune. Donc là, vous avez dit alors, comment ça fonctionne, c'est toujours la métaphore de la roue, parce qu'on est dans le tour. Vous avez ici différents vainqueurs, Indurain, Ries, Ulrich, Armstrong, etc. Et ça, c'est l'étape de départ. Et plus vous allez vers l'extérieur, plus vous avez les étapes vers l'arrivée sur les Champs-Élysées. Et donc, en fait, vous voyez si ces vainqueurs ont dominé le tour du début à la fin ou qu'à un certain moment du tour, c'est une des questions que j'avais listées, c'était est-ce qu'il y a des étapes un peu, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un pattern, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un moment un peu clé dans un Tour de France. Alors on voit que c'est quand même assez différent selon les tours, même si on voit par contre qu'il y a une récurrence par vainqueur. On voit qu'un Indurain, il a toujours pris le maillot jaune à peu près au premier tiers du tour et puis il l'a gardé jusqu'au bout, voilà, qui est très différent d'un Pantani par exemple. Alors Armstrong, bon aujourd'hui c'est très difficile de regarder avec
comment dire, avec véracité ces données, puisque on sait ce qu'il en était. Mais si on regarde voilà, les dernières années, on voit que vous voyez, les Contador, Sastre, vraiment, on passe le tour sans porter le maillot jaune et le porte vraiment qu'à la fin. Donc, on a quand même, en fonction des époques, différentes stratégies, sûrement, pour gagner le Tour de France. Voilà. Ah, je vous en avais mis une petite dernière, allez. Ça, c'est sur les... Bien sûr, hein, le Tour est connu pour ses montagnes et ses cols. Et donc là, vous avez les hauteurs qui ont été le plus... les hauteurs, en tout cas, les cols les plus présents dans le Tour. Combien de fois le Tour est passé par ces différents cols dont on sait leur importance dans les étapes. Avec, voilà, par exemple, l'Izoard 33 fois ou le Galibier 59 fois dans le Tour. Voilà, donc ici, on est vraiment sur du design d'information qui va venir voilà, présenter un peu différemment un angle possible grâce aux bases de données. Alors, Karen, on a une question d'Odile qui se demande combien de temps est-il nécessaire pour réaliser de tels projets? Ouh là là. Alors oui, c'est vrai que la data demande du temps. C'est pas voilà. Là, je vous ai proposé des formats très différents, des formats interactifs, vidéo, où là, les derniers ce sont des images fixes. Donc forcément, les temporalités, vous imaginez bien, sont très différentes. Aujourd'hui, par exemple pour les formats infographiques que je vous ai montrés là à la fin. Les vélos, les roues et puis les montagnes, il faut, je dirais, peut-être 2 jours, voilà, le temps de trouver les données, de bien les comprendre, etc. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de croisement de données, donc elles ne sont pas très complexes. Et puis après, c'est surtout le designer qui va devoir trouver la bonne forme. Les formats vidéo que je vous ai montrés, là, c'est un travail plus long parce qu'il y a une double écriture. Il y a l'écriture de la vidéo, donc un storyboard. Il y a des données qui sont assez précises, donc en travail de données, c'était plus important. Ce serait difficile de vous donner un chiffre précis, mais je dirais qu'il faut bien 15 jours, 15 jours à 3 semaines pour tout ce travail, parce qu'il y a tout le montage. Ensuite, je vous ai dit aussi l'identification avec l'INA des bons moments des archives, ça a pris beaucoup de temps. Et puis les formats interactifs, alors les stories par exemple de l'équipe que je vous ai montré, pour faire une story, donc il y a toute l'écriture de story, donc même le journaliste doit écrire slide en slide, c'est une écriture très différente aussi, très important aussi d'adapter en fait notre façon, on n'écrit pas un article que l'on publie plus classiquement, je dirais texte plus graphique, comme on écrit une story. Une story, c'est une écriture très slidée, donc une écriture assez télégraphique, plus ensuite il y a un développement, puisque c'est un format qui est interactif, donc ça, je dirais qu'une story, il faut bien 2 semaines aussi. Donc c'est vrai que c'est un journalisme d'un temps un peu plus long, même si aujourd'hui, bien sûr, vous trouvez dans vos médias du data journalisme d'actualité. C'est vrai que nous, n'étant pas dans un média, c'est vrai qu'on fait appel à nous en tant qu'agence plutôt pour des formats longs et justement pour ce côté où on est un peu déconnecté de la pure actualité. Donc c'est vrai que nous, on fait ces sujets un peu plus froids, enfin qu'on dit plus froid, et donc oui, on a toujours un peu plus de temps pour travailler et on essaye de le mettre à profit pour justement proposer des choses qu'on ne pourrait pas faire de toute façon dans l'urgence. Ça demande du temps d'analyse, du temps de création visuelle, du temps de développement. Donc voilà, ça c'est notre positionnement. Merci beaucoup. On a une autre question aussi de Bertie. Alors, on a beaucoup de questions et je suis vraiment désolée parce que je ne peux pas toutes les faire remonter. J'en profite pour remercier Yann qui a un peu relayé et qui a pu répondre à quelques questions. Donc, merci Yann. Mais on a une question de Bertie qui se demande, vous arrive-t-il de devoir payer pour accéder à des données qui ne sont pas publiques? Oui, tout à fait. Il y a effectivement différentes typologies de data. Aujourd'hui, bien sûr, on privilégie, quand on peut, l'open data, de la donnée publique accessible. On utilise de la donnée aussi qu'on va aspirer, voilà, pour l'analyser. Mais il faut reconnaître peut-être sur certains sujets très 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 pointus,
Là, comme on est dans le domaine du sport, je peux pas ne pas, par exemple, parler de Opta, qui est aujourd'hui on appelle un provider, un fournisseur de données sur le sport, hein, qui est vraiment spécialisé sur le sport, mais qui va avoir des données avec un niveau de précision que de toute façon je ne pourrais pas reconstituer. Donc si jamais mon sujet va nécessiter une extrême précision, je serai dépendant à un moment, par exemple, des données d'Opta et de devoir acheter ces données. Ça peut être le cas pour d'autres sujets. Après, il faut reconnaître quand même qu'entre il y a 10 ans, quand j'ai commencé, et aujourd'hui, on a quand même une libération des données qui nous offre aujourd'hui quand même un très large panel pour pouvoir travailler. Donc, sans payer la donnée, voilà, c'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs aussi, je parlais de la donnée publique, la donnée privée qu'on peut acheter, et puis il y a aussi la donnée qu'on peut créer en tant que média. Hein. Un média peut créer ses propres bases de données, alors soit seul sur certains sujets où il a des journalistes experts qui vont créer cette base de données, mais aussi on peut créer des données avec ses lecteurs. Hein. Enfin, moi, je suis très, comment dire, très emballée et très motivée pour développer cet aspect-là. Là, par exemple, on a commencé une opération avec Médiacité, qui est un média indépendant que vous connaissez peut-être, qui va pendant 6 ans décortiquer toutes les délibérations de conseils municipaux. Et ça, on va le faire grâce, donc on a mis en place un système de lecture des PDF des délibérations. Et les lecteurs remplissent un formulaire et ce formulaire nourrit une base de données. Et puis, cette base de données nourrit des visualisations. Donc, voilà, nous, on a mis en place tout le bac, on va dire toute l'infrastructure de formulaire et de création des visualisations, de manière à finalement créer une base de données qui n'existe pas, c'est-à-dire pendant 6 ans avoir une vision très fine, conseil municipal par conseil municipal dans les 6 plus grandes villes de France, de ce qui va se passer sur un mandat municipal. Bien sûr, une rédaction peut difficilement travailler sur ce temps long et ce niveau de précision, mais avec la force de nos lecteurs, on peut le faire. Donc voilà, vous voyez qu'il y a différentes façons d'avoir de la data, et notamment de la data collaborative, crowdsourcée, comme on appelle, avec ses lecteurs. Merci. On a une autre question de Justin qui se demande, en fait, cette façon d'exploiter une base de données, est-elle possible avec une base de données moins fournie? Alors, il est évident que là, d'une certaine façon, j'ai pris, je vous ai dit tout à l'heure, un marronnier de luxe parce que j'ai, comme vous l'avez vu, beaucoup de colonnes et un peu, je dirais, une colonne égale à un angle ou une histoire potentielle. Donc, plus vous avez effectivement un fichier fourni, à la fois en nombre de colonnes, mais également là en temporalité, puisque j'ai plus de 100 ans d'édition, donc ça m'offre des perspectives normalement assez réjouissantes. Il est vrai qu'avec un petit fichier, vous restreignez vos angles possibles, mais ça ne veut pas dire que petit fichier égale peu d'histoire. Ça veut dire peut-être que ce fichier-là, il va falloir faire peut-être un effort supplémentaire, c'est de lui donner, par des croisements avec d'autres fichiers, la possibilité d'offrir d'autres histoires. Mais il est évident que voilà, moins vous avez de colonnes et de profondeur historique, ou imaginons que ce soit un sujet géographique et vous avez très peu de pays dans votre base, vous limitez vos histoires. Après, voilà, le croisement de données, c'est quand même aussi et surtout ça la richesse du data journalisme. Donc c'est à nous de trouver ces angles qui vont connecter potentiellement deux bases et du coup ouvrir des nouvelles perspectives. Parfait. Alors, je pense qu'on peut conclure. La conclusion, elle est assez simple, c'est que là, j'ai forcément parlé d'un seul sujet, même si j'ai essayé de dérouler une mécanique. Hein. Tout ça, c'est une gymnastique, hein, un peu. Quand c'est une gymnastique que vous faites tous les jours, et en fait, vous allez de plus en plus vite. Bien sûr qu'il y a une technicité en data journalisme, je ne le nie pas. Il y a des outils derrière, et puis bien sûr des choses très importantes à faire et à ne pas faire au niveau statistique et analyse. Mais là, voilà, je ne voulais pas rentrer dans les aspects trop techniques, donc vraiment vous parlez plutôt de la mécanique et du plaisir de trouver des histoires. Je suis partie sur un sujet, c'est reproductible sur plein d'autres. Là aussi, je suis aussi partie sur des catégories de public très caricaturales et de manière un peu forcée, et donc voilà, veuillez m'en excuser, mais voilà, sachez que il y a vraiment
plein d'histoires possibles sur ces sujets, notamment récurrents. Et puis, j'imagine, si vous n'avez pas eu le temps de faire passer vos questions, je suis toujours normalement assez joignable par mail. Donc, n'hésitez pas, voilà, s'il y a des questions qui vous viennent après, vous avez mes coordonnées. Envoyez-moi vos questions par mail et j'y répondrai avec plaisir et normalement assez vite. Voilà. Merci beaucoup, Karen. C'était très intéressant. Merci à tout le monde d'avoir participé. On a eu beaucoup de questions et j'espère que on a essayé d'y répondre au fur et à mesure. Mais en tout cas, merci, Karen. De rien. Pour cette intervention. Et de toute façon, la vidéo aussi sera disponible sur le compte YouTube du Centre européen du journalisme. Thank you.